Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons faire un point d'analyse long terme sur les différentes classes d'actifs bourse, or, immobilier, obligations. On va démarrer par une analyse historique des cours de l'or. Donc là vous avez l'once d'or en dollars qui est représenté de 1928 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que ça se décompose en différentes périodes. On a une période des années 20 jusqu'au début des années 70 où les cours de l'or étaient relativement stables. Et puis, à partir du début des années 70, on a eu deux événements. On a eu la fin des accords de Bretton Woods et le premier et le deuxième choc pétrolier, où là, les cours se sont envolés. Ensuite, on a eu une période où l'or s'est un petit peu tassé dans les années 80. Et puis, début des années 2000, l'éclatement de la bulle Internet, on a une reprise des cours de l'or. Donc là en grisé c'est les récessions, donc là vous avez 2008 donc la crise des subprimes et l'or atteint son apogée à 1900 $ l'once au moment de la crise des dettes souveraines en 2011. Depuis, donc les cours ont légèrement baissé, se sont stabilisés autour d'une valeur de 1200 $ l'once, et puis très récemment, on a eu une reprise des cours de l'or pour atteindre 1550 $ l'once au dernier pointage, donc là au moment où j'enregistre cette vidéo, le 13 janvier 2020. Alors si on représente les cours de manière logarithmique, puisqu'une représentation linéaire, vous voyez que ça fait une exponentielle, donc c'est pas forcément représentatif, c'est dû à l'inflation. Donc la façon la plus adéquate pour savoir où on se situe en termes de valorisation pour les cours de l'or, c'est de représenter les cours autour d'une droite de régression long terme. Et vous voyez donc là j'ai représenté la droite en rouge qui est la droite de régression long terme des cours de l'or. En bleu vous avez donc les cours de l'or et en noir la droite à un écart type et la droite à moins un écart type. Donc ce qu'il faut voir c'est que depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui les cours ont oscillé pendant 50% du temps et étaient au-dessus de la droite de régression et 50% du temps les cours étaient en dessous. Donc si vous voulez la droite de régression c'est la médiane, c'est-à-dire qui répartit les événements 50% au-dessus, 50% en dessous. Au jour d'aujourd'hui, on est à un demi écart type au-delà de la droite de régression moyenne, ce qui nous fait une probabilité à la baisse de 70% et une probabilité à la hausse de 30%. Alors là, il faut que je fasse un petit aparté sur ce qu'on appelle l'analyse statistique, probabiliste. Pourquoi on a ce 70% et ce 30%? Alors, je vous ai représenté ici la droite de Gauss, loi normale, qui est la fameuse courbe en cloche. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on s'écarte de la moyenne, plus la probabilité d'apparition de l'événement est faible. À un écart type, on a 85% de chance que l'événement n'apparaisse pas. Et à deux écarts types, on a 97% de chances que l'événement n'apparaisse pas, et à trois écarts types, on a 99,9% de chances que l'événement n'apparaisse pas. Donc respectivement, vous avez ici 15% de chances que l'événement arrive, ici à deux écarts types, vous avez 3% de chances que l'événement arrive, et à trois écarts types, 0,1% de chances que l'événement arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous prenez le saut à la perche, à 3 mètres, tout le monde passe la perche. À 5 mètres, il y en a plus 10 qui passent la barre, et à 6 mètres, plus personne passe la barre, ou 1 sur 1000. C'est ça que ça veut dire. Donc plus les cours sont éloignés de la tendance long terme, moyenne, et plus la probabilité de retournement à la hausse ou à la baisse est importante. Alors là, je vous ai représenté une autre courbe qui est intéressante aussi, c'est la courbe en 1/50e des salaires, des moyennes des revenus annuels US. Alors pourquoi 1/50e? Parce que historiquement, c'est la valeur médiane de l'once d'or, c'est-à-dire 1/50e du revenu moyen annuel aux USA. Bon, au jour d'aujourd'hui, le revenu moyen annuel US est à peu près de 56 000 $. Donc historiquement, en fait, 50% des valeurs étaient au-dessus de cette valeur de 1/50e et 50% étaient en dessous. Donc vous voyez qu'en fait, cet indicateur est intéressant parce que ça nous permet de valoriser correctement l'once d'or et de savoir sa cherté par rapport à la tendance long terme.
Donc si on est très au-delà d'un 1/50e de revenu annuel US pour l'once d'or, ça veut dire que l'once est cher, et inversement, s'il est très en deçà de 1/50e de revenu US, ça veut dire qu'elle est pas chère. Donc selon les périodes, vous voyez par exemple que là, dans les années 30, c'était les années de la Grande Dépression, les salaires avaient énormément baissé du fait d'un chômage de masse, donc le pouvoir d'achat de l'once d'or à cette période était très important. C'est-à-dire qu'il permettait d'acheter beaucoup de choses compte tenu des salaires US, on était à quasiment 2 écarts types d'écart. Par contre, dans les années 2000, au début des années 2000, c'était l'inverse. Les salaires US avaient énormément progressé, du fait de la croissance économique qui était très importante dans les années 90 aux USA, et du coup le pouvoir d'achat de l'once d'or était très faible. Donc c'était un excellent moment pour investir à l'achat. Par contre, vous voyez qu'en 2011, au moment de la crise des dettes souveraines en Europe, l'once d'or avait atteint 1900 $ l'once, qu'on était à plus d'un écart type par rapport au salaire US, donc c'était vraiment vraisemblablement pas du tout le moment d'investir. On était en bulle. Là actuellement on est à un demi-écart type, donc c'est vrai que l'once à plus de 1500 $ l'once, on est relativement cher par rapport à la tendance long terme. Alors si on trace un tableau statistique, donc là vous avez l'once d'or en dollars 2018, et là vous avez le ratio revenu US sur once. Donc si on est par exemple à 1/50e ou 1/49e, on est à la médiane, donc ça, vous avez 50% de chance d'être au-dessus, 50% de chance d'être en dessous. Si par contre on est comme actuellement à 1/36e du salaire annuel, des revenus annuels US, vous avez 28% de chance de hausse pour 73% de chance de baisse. Ce qui correspond, alors 1500 $ l'once, ça correspond à peu près à un Napoléon à 250 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est un excellent moyen aussi de valoriser les cours de l'or. Donc cet outil-là, je vous le donne dans la formation que vous avez en lien en description, avec le simulateur et le calculateur qui vous donne la droite de régression et le nombre d'écarts types par rapport à cette droite de régression compte tenu de l'année et du cours que vous voulez projeter, par exemple, pour simuler un cours futur. Maintenant, on va s'intéresser au marché action. Donc là, je vous ai représenté le Dow Jones. Alors pourquoi le Dow Jones? Parce que c'est l'indice le plus ancien. On a des relevés qui remontent même en deçà de 1928, jusqu'à fin du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, pareil, si on représente l'évolution des cours de l'indice Dow Jones, vous voyez que ça suit une courbe exponentielle, c'est dû à l'inflation. Si maintenant on représente les choses de manière logarithmique, comme tout à l'heure, vous voyez que les cours oscillent autour d'une droite de régression linéaire long terme, avec 50% des valeurs en bleu au-dessus et 50% des valeurs en bleu en dessous. Alors où est-ce qu'on se situe actuellement? On est là. Donc on est à 1,12 écart type, ce qui est très élevé d'un point de vue historique. Il y a eu très peu de moments où on a dépassé la droite à un écart type. On a eu pendant la bulle Internet en 2000, on a eu un tout petit peu en 2008, crise des subprimes, et puis en 1929, lors de l'éclatement de la bulle de 1929. Donc vous voyez qu'à 1,12 écart type, ça nous donne une probabilité à la baisse de 87% et une probabilité à la hausse de 13%, toujours par rapport à cette loi gaussienne de répartition des probabilités autour de la moyenne. Donc ce qui fait qu'en fait on est cher, voire très cher, survalorisé, et donc on a une importante probabilité à la baisse actuellement. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour investir dans le marché action actuellement. Donc là, je vous ai fait un zoom sur les 20 dernières années. Donc là, vous voyez les années 2000. Et finalement, vous pouvez constater qu'on a toujours été, depuis les années 2000, au-delà de la droite de régression moyenne, sauf en 2009, où là, on est descendu un petit peu en dessous. On a même été à un demi-écart type en dessous de la tendance long terme. Mais sinon, la financiarisation des économies ces 20 dernières années a fait qu'on a des marchés qui sont restés quand même relativement très valorisés. On a eu une période là dans les 2015-2016 où il y a eu un petit tassement et on était un peu au-delà mais quand même proche des valeurs fondamentales des cours, et puis depuis ça s'est nettement envolé.
Là, les marchés sont très chers. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'un retour la moyenne pour le Dow Jones, ça voudrait dire un Dow Jones à 17 000 points. Donc, une baisse à peu près de 35% des cours actuels. Et si on était comme en 1929 à une baisse de plus de 2 écarts types, alors là, à ce moment-là, on tomberait à 10 000 points. Donc c'est une façon assez intéressante d'estimer son risque lorsqu'on alloue son portefeuille. Alors pour ce qui est des obligations, alors là je vous ai représenté le taux à 10 ans US des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a en gros deux périodes, hein. Une première période jusqu'au début des années 70, fin des années 70, où les taux à 10 ans ont énormément augmenté, hein. C'est dû à l'inflation qui était de l'ordre de 10 à 15% aux USA, et puis ensuite donc il y a eu une remontée des taux directeurs de la Fed jusqu'à je sais plus de 10%, ce qui fait qu'ensuite on a eu une baisse continue du taux à 10 ans, donc des taux d'intérêt américains, jusqu'à aujourd'hui où on est quasiment à 2%. 1,8% au moment où j'enregistre cette vidéo du taux à 10 ans US par rapport à son évolution long terme. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le taux médian, c'est celui qui répartit 50% des valeurs au-dessus et 50% des valeurs en dessous. Alors là, j'ai pris depuis 1928, hein, c'est 3,84%. Donc là, actuellement, on est à moins 0,5 écart type par rapport à la tendance long terme, ce qui fait qu'une probabilité à la baisse, elle est que de 6%, c'est-à-dire que les taux continueraient à baisser, et une probabilité à la hausse de 94%. Donc ce qu'il faut voir, c'est que quand les taux montent, les obligations baissent, et lorsque les taux baissent, les obligations montent. C'est-à-dire qu'on a 94% de chances de baisse des obligations sur le long terme. Alors ça ne veut pas dire que les taux ils vont pas baisser. Si typiquement on a une récession dans les 6 mois à 1 an à venir, typiquement les swing traders, eux, ils vont se dire j'ai encore quelques pourcentages à gagner, et donc il se peut que les taux continuent à baisser, et donc ça valorise les obligations long terme US. Mais si on regarde d'un point de vue long terme, on a une très forte probabilité quand même d'un retournement à la baisse, un marché baissier dans les années à venir sur les obligations. Donc ça soit les obligations européennes ou les obligations américaines. Maintenant, on va regarder l'immobilier. Alors là, je vous ai représenté un graphe qui est tiré des travaux de Jacques Frigide, qui représente en fait les prix de l'immobilier en France par rapport aux revenus des ménages, donc en indice 100 en 1965. Alors vous voyez que l'immobilier en fait oscille autour d'une valeur médiane ici jusqu'au début des années 2000, à plus ou moins un écart type, ce qu'on appelle le tunnel de Frigide, donc à peu près 35 ans de prix qui sont stables et qui correspondent à leur valeur fondamentale, hein. Et puis à partir des années 2000, on a une envolée des prix de l'immobilier, notamment de l'immobilier parisien, qui sont dus en fait aux différentes quantitative easing, hein, qui ont été faits après l'éclatement de la bulle internet et l'éclatement de la bulle des subprimes, une injection massive de liquidités qui ont en fait engendré une inflation du prix des actifs et en particulier des prix de l'immobilier. Alors bon, vous voyez que quand même on a eu quelques baisses. On a eu en 2008 une baisse de 6 à 7% sur le marché parisien de l'immobilier au moment de l'éclatement de la bulle des subprimes. Et puis au début des années 90, on a eu une baisse aussi qui était relativement importante, hein, pour le coup, de 30 à 40% pendant 10 ans, hein, début des années 90 avec l'intervention américaine en Irak jusqu'au début des années 2000. Et puis c'est à partir de là où l'immobilier s'est envolé. Alors aujourd'hui à Paris on est à 2,5 fois les prix historiques, hein, donc on est à plus de 3 écarts types, hein, ce qui est quand même très élevé par rapport à la moyenne historique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si on s'intéresse vraiment sur le long terme, les prix sur Paris ont toujours correspondu à des rendements autour de 6% brut. Hein, vous avez par exemple la fourmi immobilière qui était une gazette traitant des prix de l'immobilier au début du XXe siècle. Bon, les prix, les loyers bruts des immeubles, ça représentait à peu près 6 à 7% des prix. Pareil, vous avez un ouvrage, hein, qui a été écrit par Beaulieu en 1906 où il dit les revenus bruts moyens à Paris étaient de 6,3%. Après, ça varie en fonction des arrondissements, entre 5 et 7%.
Mais voilà, donc on peut dire que tendanciellement, sur le long terme, un loyer à Paris, c'est du 6% de rendement brut, et ce qui correspond à peu près à 200 loyers, soit à peu près 15 ans de loyer. D'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces valeurs-là, on est à 2,7% au dernier pointage de rendement brut. Donc c'est des prix qui sont très élevés par rapport à la tendance long terme. Alors une autre façon de les représenter, c'est de représenter en SMIC au mètre carré, parce que bon, si vous représentez en francs ou en euros, ça veut rien dire, parce que du fait de l'inflation, vous n'allez pas avoir un euro qui est constant, il faut déflater les prix. Alors moi je préfère utiliser le SMIC plutôt que l'indice d'inflation de l'INSEE, parce que bon, c'est un indice, on sait qu'il est trafiqué, hein. La jauge elle est régulièrement pipotée par les institutions pour justement masquer les augmentations des prix à la consommation. Donc un indicateur qui est plus représentatif, c'est le SMIC. Donc vous regardez les prix en SMIC au mètre carré. Donc c'est ce que je vous ai représenté là. Et vous voyez que les prix sur Paris, en fait, ils oscillent entre 3 et 4 SMIC au mètre carré. Bon, là, on avait une bulle dans les années 90, on était monté à 5 SMIC au mètre carré. Bon, ensuite, on est revenu à la tendance long terme qui était autour de 3,9 SMIC au mètre carré. Et puis depuis, là, on est monté, on a plus de 8 SMIC au mètre carré au moment où je vous parle. Hein, puisqu'on a des prix qui sont de l'ordre de 10 400 € au mètre carré, avec un loyer brut mensuel qui est de l'ordre de 23,5 € du mètre carré. Alors si on regarde le PER, ce qu'on appelle le Price Earning Ratio, qui est en fait le ratio entre les prix et les dividendes, donc 12 fois les loyers, on est à 37,5. C'est-à-dire que en fait, un appartement sur Paris au jour d'aujourd'hui coûte 37 années de loyer, contre 15 historiquement. Hein, ce qui représente 2,6% en rendement, hein, c'est l'inverse du PER, contre 6,6% historiquement. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés. Donc la probabilité de baisse est quand même extrêmement élevée. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'évolution des devises. Hein. Donc, lorsque vous êtes dans une devise, eh ben, ce qu'il faut voir, c'est ce que votre devise vous permet d'acheter, hein, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc, on la compare à d'autres devises, par exemple le dollar américain. Donc là, je vous ai représenté l'évolution de l'euro-dollar de 1970 à 2020. Alors, avant 2000, ben, en fait, on va indexer l'euro-dollar sur le Deutsche Mark. Hein, puisque l'euro et le Deutsche Mark c'est à peu près la même chose, et donc on voit que globalement en tendance long terme on est quand même sur une baisse, hein, de l'euro-dollar, c'est-à-dire le dollar qui s'apprécie par rapport à l'euro. Si on regarde en fait depuis 2010, 2008 jusqu'à aujourd'hui, on est sur une baisse tendancielle de moins 3% par an. Donc là, je vous ai représenté en graphe Ishimoku. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la SSB et là la SSA. Donc c'est, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'est en gros des moyennes long terme. Et là, vous avez les bandes de Bollinger à 2 écarts types au-dessus et en dessous. Donc là, pour l'instant, on est à peu près sur la valeur moyenne long terme en termes de bandes de Bollinger. Et on est sur une droite de régression long terme de moins de 3% par an. Donc si vous placez votre argent en dollars, sans rien faire, déjà vous gagnez 3% de pouvoir d'achat par an. Donc, ce qui est considérable, hein, ça bat l'inflation. Bon, l'inflation officielle de l'INSEE, hein, parce que l'inflation réelle, elle est plutôt de 3 à 4%, hein, mais l'inflation de l'INSEE, en tout cas, en Europe, elle est de l'ordre de 1 à 1,5%. Donc, simplement en convertissant vos euros en dollars, bah, déjà, vous faites 2% de mieux que l'inflation en termes de pouvoir d'achat. Alors si on regarde l'euro-franc suisse, bah, c'est pareil, hein, vous voyez qu'il y a eu une très forte augmentation du franc suisse par rapport à l'euro, donc au franc et au Deutsche Mark de l'époque, dans les années 70, parce qu'il faut voir que les années 70, c'était des années à très forte inflation, donc la monnaie se dévaluait très fortement. Bon, la Suisse, c'est un pays qui a toujours eu des prix relativement stables, hein, de fait d'une politique budgétaire qui était très saine par rapport aux autres pays de la zone euro. Et donc, quelqu'un qui avait son argent qui était en francs suisses, typiquement, il a doublé la valeur de son patrimoine en 10 ans, hein, en ayant plutôt des francs suisses que des francs.
Et là, si on regarde sur les derniers décennies, de 1980 à 2020, on est sur une tendance de l'ordre de moins 2% par an. Je vous ai représenté la droite de régression. Alors là, actuellement, on est là, à moins 0,4 écart type. Donc on a une probabilité à la baisse de 34% et une probabilité à la hausse de 66%. C'est-à-dire que le franc suisse est quand même relativement cher. Il s'écarte quand même pas mal de sa tendance long terme. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Alors le coefficient de corrélation, c'est, si vous voulez, la force de la régression. C'est-à-dire que en fait, la droite, enfin la courbe de l'euro-franc suisse colle à la droite de très forte manière, c'est-à-dire de l'ordre de 92%. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'écart type en moyenne entre la droite et les cours. Donc on peut avoir une confiance de l'ordre de 92%, c'est ça que ça signifie le coefficient de corrélation. Donc moi, je m'inquiéterais pas trop pour le franc suisse dans la mesure où en fait, sur le long terme, en gros, on gagne 2% par an. Donc même si c'est un petit peu cher actuellement le franc suisse, faut pas trop s'inquiéter parce que voilà, la tendance de fond, c'est celle-là quand même. Voilà. Alors, maintenant, si on fait une synthèse pour 2020 en fonction des différentes probabilités à la hausse ou à la baisse des différentes classes d'actifs, là, je vous l'ai synthétisé dans ce tableau. Donc, pour résumer les actions, et surtout les actions US, on a 13% de chance de hausse pour 87% de chance de baisse. Le marché américain est très nettement survalorisé par rapport à sa tendance long terme. L'or, on a 30% de chance de hausse pour 70% de chance de baisse. Les obligues, 6% de chance de hausse pour 94% de chances de baisse. Donc clairement, les obligations, moi je pense que dans les années à venir, ce sont des années certainement avec la prochaine récession va certainement être fatale pour les placements obligataires. C'était un très bon placement dans les années 2000. Au jour d'aujourd'hui, je privilégierais plutôt des actifs comme l'or, où on voit que on va avoir certainement une remontée des taux d'intérêt pour revenir à la tendance long terme, ce qui signifie une remontée de l'inflation et privilégier donc des placements anti-inflation que sont l'or. Alors, dans un premier temps, si vous faites une moyenne équipondérée de ces différentes probabilités, le portefeuille optimal serait un portefeuille constitué à 51% de cash, 31% d'or, 12% d'actions et 6% d'obligations. Donc on est nettement surexposé en cash et en or du fait de la survalorisation des actions et la très forte probabilité de hausse des taux d'intérêt dans les années à venir. Donc l'obligation des placements qui est relativement risqué actuellement, notamment en Europe où les niveaux de dette ont atteint des sommets historiques. Il faut voir qu'on a un niveau de dette qui est quasiment comparable à celui qu'on avait après-guerre, pendant la reconstruction. Donc placer son épargne dans des OAT françaises ou dans des bonos italiens ou espagnols, c'est pas le bon plan. Alors là, je vous ai indiqué les ETF qui correspondent. Vous avez par exemple pour les placements en actions, vous avez le EXR MSCI World UCITS, donc qui est l'indice monde, qui est l'indice, je dirais, qui permet de diversifier au maximum les risques. Pour l'or, vous avez alors je privilégierais moi l'achat direct. Alors si vous voulez avoir des informations concernant l'achat d'or, j'ai fait toute une formation que vous trouverez dans le lien en description qui vous donne les équations de droite de régression long terme avec les probabilités associées. Donc vous avez un calculateur, un simulateur, et vous l'avez également pour l'immobilier. Vous avez une formation pour l'immobilier et pour les marchés actions. Vous aurez également donc ces droites de régression long terme et les probabilités qui y sont associées. Donc je vous invite à consulter le lien en description et vous inscrire dans le lien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Investisseurs Long Terme.